Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la rentrée pour Décideurs TV, les émissions en direct reprennent. Comme d'habitude, la Tribune des décideurs est animée en partenariat avec latribune.fr et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Robert Jules pour la co-animer. Bonjour Robert. Bonjour Nicolas. Alors nous recevons aujourd'hui Judith Gressier, directrice générale d'Onxeo. Bonjour Judith. Bonjour. Alors Onxeo, on le rappelle, c'est la société issue de la fusion entre BioAlliance Pharma et TopoTarget, donc spécialisée en oncologie et plus particulièrement dans le domaine des cancers et maladies rares, des cancers orphelins et cancers rares. Bon, on y reviendra un peu plus tard. On passe tout de suite à la première partie de cette émission, commentée. Alors dans cette première rubrique, on commente l'actualité économique et une actualité économique variée en cette fin de vacances. Tout d'abord la démission du gouvernement Valls et la nomination au ministre de l'économie d'Emmanuel Macron. La nomination d'Emmanuel Macron, Judith, c'est donc Emmanuel Macron qui est issu du monde de la finance, un ancien banquier d'affaires. C'est un signal positif pour les entreprises, pour les directeurs, pour les décideurs? Je crois en tout cas c'est un signal effectivement que probablement l'orientation donnée depuis quelques mois ou la volonté de changer d'orientation donnée il y a quelques mois par le gouvernement prend corps. Je pense que c'est effectivement une nomination un peu inattendue, en tout cas le background de M. Macron, et j'ose espérer qu'effectivement ça va permettre de mettre en fait et concrétiser un certain nombre de choses et d'évolutions qui ont été annoncées, notamment que le gouvernement aimait les entreprises. Eh bien, écoutez, on en est ravis et j'espère qu'effectivement, ils vont nous le montrer. Oui, parce que je voudrais revenir quand même sur ce fameux discours du Premier ministre, Manuel Valls, à l'université du MEDEF. Bon, j'aime les entreprises, après tout, qui ne les aime pas. Mais vous pensez que cela va changer fondamentalement l'orientation du gouvernement ou peut-être s'agit-il simplement d'un exercice de communication qui, hélas, a ses limites? Pour l'instant, c'est un exercice de communication. Ça date, je crois, de vendredi ou de samedi. Donc, pour l'instant, c'est difficile de dire autre chose. Après, il faut bien que ça commence à un moment. Il vaut mieux qu'il y ait un exercice de communication suivi de fait que rien du tout. Donc, je pense qu'à un moment aussi, il faut donner le crédit aux gens qui nous disent des choses. Il faut attendre pour voir, mais il faut l'espérer. Il faut se dire que ça va se passer comme ça. C'est probablement un chantier énorme que je suis très, très loin de maîtriser. Mais je pense qu'effectivement, c'est un signal et en tout cas, on l'attend tous et vraiment, c'est un élément très important, je crois, dans la mandature aujourd'hui du gouvernement. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait possible de faire assez rapidement, des mesures à la fois assez simples, vous concernant, de votre point de vue? Écoutez, pour nous, en tout cas, si finalement votre question, c'est quels sont nos grands besoins, c'est clairement une politique claire sur la fiscalité, dans nos domaines très spécifiques. Je suis sûre qu'on y reviendra, mais de l'innovation, il y a un certain nombre de choses qui ont d'ailleurs été proposées déjà maintes fois au gouvernement, qui pourraient permettre de favoriser l'innovation, la recherche et le développement, et donc de favoriser l'emploi dans ces domaines-là, qui sont des domaines critiques pour un État qui se veut un État fort, enfin un pays fort. Et très clairement pour nous qui sommes des petites sociétés avec le besoin d'avoir une organisation toujours la mieux possible, adaptée à nos besoins, de la flexibilité dans le travail, dans la loi du travail, dans les réglementations du travail serait vraiment quelque chose d'extrêmement important. Surtout que vous dépendez donc du ministre de l'économie, mais il y a également la ministre de la Santé qui doit, à mon avis, mettre un peu le nez dans ce que vous faites. Ils travaillent conjointement, c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est quelque chose que vous trouvez que ça se passe plutôt bien? Alors, oui, alors c'est vrai que le ministère de la Santé est probablement plus axé sur les laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent, notamment pour une raison assez claire, c'est que le médicament étant en grande partie remboursé en France, l'État est le payeur, donc il regarde ce qui pèse, c'est totalement logique et légitime. C'est vrai que nous, dans notre domaine où on fait de la recherche et du développement, on ne coûte pas grand-chose à l'État, si ce n'est le crédit d'impôt recherche, mais pour le reste, on n'est pas, on n'est pas payé et ça ne représente pas un budget par l'État, donc on est moins, je dirais, sous tutelle du ministère de la Santé. Je pense qu'effectivement, ils ne peuvent pas, en tout cas, ne pas travailler ensemble quand on sait le coût aujourd'hui de la santé et le budget de la sécurité sociale. Alors, il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été avancées, notamment par Mme Touraine. La fin du monopole des pharmacies, vous voyez comment évoluer la situation?
je crois que c'est un peu une arlésienne quand même. Ça fait des années que ce sujet-là est plus ou moins à l'ordre du jour. Je pense que c'est une situation assez particulière en France. Voilà, c'est une situation de monopole. Je pense que la délivrance du médicament, elle doit, en tant que pharmacien moi-même, elle doit absolument s'accompagner d'un acte de conseil. C'est vraiment important. Le médicament, on ne le prend pas comme on prend un bonbon. Néanmoins, il faut que les pharmaciens fassent cet acte de conseil-là aussi et qu'ils ne vendent pas des médicaments avec le même effort qu'ils vendent la pastille à côté Vichy. Donc c'est vraiment important, c'est à double obligation. Voilà, je pense qu'il y a probablement des évolutions qui pourraient permettre un accès plus simple aux médicaments, à certains médicaments. Il y a déjà des choses qui sont faites, avec notamment la possibilité maintenant d'acheter certains médicaments par Internet, sur une liste bien limitée. De médicaments assez communs, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont où la prescription est facultative et qui sont non remboursables, à savoir le Doliprane, le Spasfon ou encore l'Umex, c'est des médicaments que tout le monde connaît. Est-ce que le pharmacien a encore un rôle à jouer dans la prescription de ces médicaments? Alors, il peut en avoir, il en a moins, mais très honnêtement, ces médicaments maintenant, ils sont d'accès quasiment libre. Il suffit d'aller les prendre. Voilà, donc ça c'est fait. Ils sont peut-être pas dans le supermarché, ils sont dans des pharmacies, mais ils sont déjà en accès quasiment libre. Et je pense qu'effectivement, c'est probablement moins sur ces médicaments-là que les pharmaciens ont intérêt à se battre et à valoriser leurs conseils que sur d'autres qui sont beaucoup plus sensibles en termes d'effets secondaires notamment. Il y a un test dans 3 ou 4 régions, la vente de médicaments à l'unité. Visiblement, les Français apprécient parce qu'on gaspille beaucoup de médicaments. Quelle est votre opinion sur une telle mesure? Ça pose un certain nombre de problèmes aussi au point de vue de la distribution. Probablement. Très honnêtement, je ne connais pas bien ce sujet, donc je ne veux pas être du tout présomptueuse. Je pense que c'est probablement c'est un effort qu'on demande à l'industrie pharmaceutique parce que c'est forcément en termes de manufacturing, de production, c'est compliqué. C'est probablement bien sous réserve que ce soit là encore accompagné d'un certain nombre d'aides pour la distribution. Voilà, mais je ne connais pas bien le sujet, très honnêtement. Alors, il y a une autre actualité qu'on a suivie de très près tout l'été, c'est l'épidémie d'Ebola. Donc, les cas se multiplient, les cas se déplacent. On ne connaît pas exactement le nombre de contaminés, mais l'OMS fait mention de 20 000 cas. Alors, on sait que plusieurs laboratoires, et notamment un, travaillent sur un traitement. Vous, qui êtes dans l'industrie pharmaceutique, c'est un travail qui prend combien de temps? Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer dans l'année un traitement contre Ebola? Alors, le développement d'un médicament, il n'y a pas un nombre d'années fixe, mais le développement d'un médicament en général, on va parler assez vite de 10-15 ans. Donc on n'est pas du tout à quelques mois, ni encore moins. Voilà, il y a urgence. Après, je pense qu'il y a probablement des travaux qui avaient été démarrés. Je sais que j'ai lu dans la presse, comme tout le monde, que GSK avait démarré déjà des essais sur un macaque. Donc on est déjà passé au stade, ce qu'on appelle vivo, c'est-à-dire chez l'animal, chez l'être vivant. Que je crois il a été testé chez des malades, probablement en l'absence d'autres traitements, parce qu'il n'y a pas d'autres traitements possibles et que ça a l'air de marcher. Après, notamment sur 2 médecins qui avaient été contaminés et qui sont revenus aux États-Unis. C'est ce qu'on a tous lu dans la presse. Maintenant, voilà, c'est probablement une situation d'urgence. Donc, heureusement, d'ailleurs, les règles sont revues en fonction de l'urgence. On ne peut pas appliquer 15 ans pour l'Ebola, ce ne serait pas possible. Donc, on doit passer finalement outre ce qu'on ne ferait pas dans le cadre d'un développement d'un médicament sans caractère d'urgence particulier. Voilà, j'espère en tout cas, que l'épidémie pourra être limitée autant que comme tout le monde évidemment. Je crois que c'est aussi un élément important parce que ça montre que la vaccination est très importante. Alors là, on est sur un sujet très particulier, extrêmement mortel. Je crois qu'il y a déjà plus de 1500 morts, donc quasiment plus de 50% des cas aujourd'hui sont des cas de personnes qui sont décédées. Mais la vaccination et le développement de vaccins par l'industrie pharmaceutique, c'est indispensable. Et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur les vaccins. C'est probablement bien de remettre ça à l'ordre du jour aussi. Malgré le progrès, l'émergence de nouvelles épidémies est toujours un danger qui menace.
Oui, d'abord, les germes sont des germes vivants, donc ils s'adaptent. Donc ils adaptent, ils prennent des résistances, ils évoluent. Donc on est obligé de revoir le système vaccinal à chaque fois pour l'adapter aux germes délétères. Et je crois que oui, je crois qu'il y a un certain nombre effectivement d'infections qui reviennent. La dengue revient aussi. Voilà, donc bon, la nature est vivante et elle évolue, et au fur et à mesure, elle remet finalement certaines pathologies qui avaient pu diminuer ou en tout cas être extrêmement limitées, et la vaccination reste quand même le mode de protection. On a vu cette année une vague de fusion dans les grands laboratoires pharmaceutiques à travers le monde. J'aimerais savoir, vous évidemment en tant que société de biotech, comment vous voyez ces fusions-acquisitions, d'autant plus que vous avez travaillé dans le secteur, donc vous le connaissez bien. Et par ailleurs, est-ce qu'on n'assiste pas à une évolution du modèle économique dans la pharmacie qui répond quand même à la fois à des politiques de santé de pays et puis en même temps ce sont des intérêts privés. Comment ça s'articule aujourd'hui ? Je crois que oui, il y a une évolution du modèle de la Big Pharma qui clairement ne va pas vers la réduction de la Big Pharma, mais plutôt vers le encore plus big, puisqu'on parlait notamment, qui ne s'est pas fait, AstraZeneca, Pfizer, alors là c'était carrément colossal comme laboratoire, mastodonte absolument. Et bon, ça peut être pour des raisons fiscales, elles ont été annoncées, donc voilà, c'est sans surprise, parfois pour des raisons économiques, d'augmentation de productivité ou de marge ou de résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie réflexion, une vraie évolution sur la partie recherche dans l'industrie pharmaceutique, avec les grands laboratoires qui de plus en plus viennent chercher des molécules dans des petits laboratoires de R&D comme les nôtres. On a vu, alors ça peut être des pans entiers d'un marché comme à l'époque Sanofi quand ils ont racheté Genzyme, où ils se sont achetés finalement un bras dans le domaine des maladies orphelines. Ça peut être parfois sur des champs un peu plus restreints, mais il y a clairement aujourd'hui un marché entre guillemets qui se fait des gros laboratoires vers les petits pour aller chercher des molécules en développement. Ce qui d'ailleurs pose un peu la question de dire qui finance le risque jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à un stade relativement avancé. On laisse le risque et le besoin de financement dans les petites structures, et les grosses vont les chercher le jour où c'est moins risqué. Il y a aussi une problématique de brevet. À partir du moment où vous avez investi dans un médicament et que vous possédez le brevet, bon, vous possédez une rente, mais quand le brevet tombe dans le domaine public, vous perdez cette rente. Est-ce que ce n'est pas ça aussi que sont confrontés les grands laboratoires ? Alors oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on le sait. Voilà, c'est la règle du jeu, elle est connue et il faut jouer avec les règles du jeu. Ce qui est particulièrement probablement important sur cet aspect-là, c'est que plus ça va, plus il est difficile de trouver de nouveaux médicaments, notamment parce que, heureusement, les besoins sont de plus en plus couverts. Donc le nouveau médicament, il est de plus en plus difficile. Les règles en matière d'attribution de prix sont de plus en plus difficiles par les autorités pour un nouveau médicament. Donc remplacer un blockbuster par un autre blockbuster, c'est de plus en plus difficile. Donc finalement, ce n'est pas la chute dans le domaine public qui est particulière. Enfin, là, encore une fois, on le sait depuis longtemps. C'est le fait que le renouvellement avec d'autres médicaments qui vont avoir les mêmes potentiels de vente est de plus en plus compliqué. Alors justement, c'est une question d'Eliott qui nous demande comment innove-t-on dans l'industrie pharmaceutique ? Alors, est-ce qu'on fait appel justement à de la recherche externalisée pour trouver de nouveaux médicaments ? Est-ce que justement il y a nécessité d'avoir des gros cabinets, des gros laboratoires pour trouver, parce qu'il y en a besoin de beaucoup de moyens ? Comment innove-t-on ? Alors non, je crois que vraiment là il a été démontré, je ne sais pas, mais il est clair que ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on trouve. Hein. D'ailleurs, Pfizer en a fait les frais. On voit bien qu'ils ont un mal fou à générer d'autres molécules et à renouveler leur pipeline avec la recherche interne et à créer de la croissance finalement avec la recherche interne. Donc qui est gros ne trouve pas forcément.
Parfois, justement, il faut des petites structures peut-être plus créatives, qui vont plus facilement trouver, des voies de passage différentes, des idées différentes et innover de manière. C'est évidemment aussi, je pense que c'est très important de le dire, des relations très fortes avec les académiques, avec toutes les instances publiques qui font de la recherche aussi, et qui, notamment de la recherche fondamentale, qui sont extrêmement importants pour nous parce que c'est une source de molécules et d'expertise. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait de l'innovation? Je pense que l'innovation, c'est très très large, mais dans le domaine du médicament en tout cas, je pense que ça passe bien souvent et de plus en plus souvent par les biotech, par un chercheur, peut-être parfois un peu fou, mais qui va avoir l'idée géniale, qui va... Oui, sauf que ce n'est pas le produit miracle, c'est l'idée, parce qu'avant, entre une idée et un produit, il y a 15 ans, il y a 20 millions, 30 millions, donc c'est de l'idée au produit, c'est ça, voilà, c'est une vraie réalisation, et ça demande effectivement peut-être un peu de folie de temps en temps. Et justement, de l'idée à la réalisation, c'est ce que vous faites, donc on va passer à la deuxième partie de cette émission, partagée, pour parler de l'actualité d'Onxeo. Alors on va maintenant donc faire le point sur l'actualité d'Onxeo. Donc on le rappelle, vous êtes spécialisé en oncologie et plus particulièrement dans les cancers orphelins ou rares. Alors est-ce qu'on peut définir un peu, donc l'oncologie c'est un autre terme pour la cancérologie, et qu'est-ce qu'un cancer orphelin ou un cancer rare? Alors un cancer ou une maladie orpheline, en fait c'est une maladie qui va répondre à une définition épidémiologique, c'est-à-dire moins de 200 000 cas en Europe ou moins de 250 000 cas aux États-Unis. C'est un statut qui est donné par les autorités de santé européennes ou américaines, on en fait la demande, et il faut justifier donc que l'épidémiologie est en dessous de cette barre et qu'il y a un besoin médical important, qu'il y a besoin d'options thérapeutiques pour la prise en charge de cette maladie. Et en fait, alors, une maladie rare, ça peut donc être de quelques centaines de cas à 200 000. Donc, le spectre est large, l'éventail est large, mais il faut savoir qu'une grande partie des cancers peuvent être considérés comme des cancers orphelins, sauf les cancers les plus fréquents, type cancer du sein, cancer de la prostate, colorectal, etc. Mais assez vite, on arrive en dessous de cette barre d'épidémiologique. Après, il faut aussi qu'il y ait un besoin donc, médical non couvert important. Mais cette stratégie, elle répond à un choix qui est lié à la recherche qu'il y avait au départ de votre société? C'est des chercheurs qui étaient déjà positionnés sur Oui, cette stratégie, elle est liée à deux choses. Elle est liée d'abord clairement au fait qu'on a des gens dont c'est l'expertise, ce type de... les cancers sur lesquels on fait de la recherche aujourd'hui. Elle est liée aussi au fait que ça permet un certain nombre... En fait, les autorités ont mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour les chercheurs, pour l'industrie, pour les amener à faire de la recherche dans ces pathologies-là. Parce qu'on comprend bien que, par exemple, dans un cancer où il y a 12 000 cas en Europe et aux États-Unis, il faut que l'industriel ou le laboratoire puisse se dire qu'il va pouvoir mettre et rentabiliser sa recherche et son risque. Il y a une vraie dimension économique parce qu'il faut quand même payer les salaires à la fin. Donc il faut que le médicament qu'on trouve permette de rentabiliser la recherche, le risque et le temps qu'il a demandé. Donc les autorités ont mis en place un certain nombre de mesures incitatives de type une protection commerciale renforcée pendant 7 ans ou 10 ans en fonction de l'Europe ou des US à partir de l'AMM, des mesures de prix qui sont un peu plus favorables, en tout cas qui prennent en compte le nombre de patients et le fait qu'on n'a pas besoin que normalement une seule étude clinique de phase 3, donc qui est la dernière étape du développement, celle sur laquelle on va tester le malade sur le plus grand nombre de patients, une seule étude phase 3 suffit, notamment s'il n'y a pas beaucoup de patients, donc sinon on y mettrait beaucoup de temps pour avoir l'enregistrement. Donc ça correspond aussi finalement à des mesures qui sont parfaitement adaptées à un business model comme le nôtre, qui est que on a besoin, le temps pour nous est très important, et si on peut valider par un enregistrement un programme, une molécule, on va générer du chiffre d'affaires beaucoup plus vite, et quand on est une boîte de recherche, c'est extrêmement important. Quand vous dites enregistrement, on n'en est pas encore à la commercialisation, c'est juste l'idée. Non, l'enregistrement, je parle de la dernière étape, l'étape qui permet, entre l'enregistrement et la commercialisation, il y a en général la négociation du prix. D'accord. En fonction des pays. Aux États-Unis, il n'y en a pas, en France, il y en a une.
Alors donc vous avez annoncé en juin la fusion entre BioAlliance Pharma et TopoTarget. Donc TopoTarget qui était également c'était un peu votre pendant danois. Pourquoi avoir fusionné justement pour grossir, pour s'internationaliser exactement. Aussi, en fait, BioAlliance, donc avant de devenir Onxeo, est une société qui pesait à peu près 180 millions. C'est une jolie société qui a une quinzaine d'années, qui a 2 produits très avancés, etc. Néanmoins, on reste trop coquille de noix par rapport aux événements extérieurs, par rapport même au risque de développement de notre propre portefeuille. Et il me semble indispensable pour faire de la croissance, non seulement de réussir nos développements, mais aussi d'acquérir, d'agréger d'autres plateformes, d'autres programmes, d'autres projets pour être plus gros. Non pas pour être gros big pharma, mais pour atteindre des niveaux probablement de 250, 300, 350 millions de capitalisation financière, ce qui permet d'avoir des épaules plus solides, ce qui permet une plus grande attractivité sur les marchés internationaux et notamment américains sur lesquels il y a la biotech est la mieux valorisée, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de puissance finalement qu'en étant petit. Justement, quand on crée des médicaments, est-ce que c'est des marchés qui se pensent forcément mondiaux? Est-ce que c'est forcément internationaux? Vous voulez dire le marché du médicament? Le marché du médicament. Quand un nouveau médicament arrive sur le marché, est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de raisonner forcément il y a des malades partout, des malades qui peuvent être atteints des mêmes pathologies? Alors, ça dépend. Non, c'est-à-dire qu'après, il y a des pathologies dont l'incidence est différente d'une région à l'autre. Typiquement, ça va me permettre de faire le lien avec l'IVATA, qui est donc notre programme le plus avancé dans l'hépatocarcinome. On est aujourd'hui en phase 3. L'hépatocarcinome, c'est donc le cancer primitif du foie, c'est quand le cancer démarre au niveau hépatique. C'est une pathologie orpheline en Europe et aux États-Unis. C'est une pathologie extrêmement fréquente en Asie et notamment en Chine, parce qu'un des facteurs de risque les plus importants, c'est l'infection chronique au virus de l'hépatite, qui est endémique en Chine. Donc, il y a énormément de cas de cancer primitif du foie en Chine. Il y a 50% de la population mondiale dans cette maladie qui est en Chine. Donc, on voit bien que les deux maladies, la maladie existe partout. Elle est plus ou moins prévalente en fonction des régions du monde, en fonction de plein de facteurs, de risques alimentaires, pollution, etc. Et voilà. Après, on est en général sur des marchés plutôt globaux. Ah oui, voilà. Donc, parce que là, pour ce médicament, vous pensez que vous allez aller voir justement la Chine, les autorités chinoises. Oui, voilà, c'est viser ce marché parce qu'il y a, si j'ose dire, les clients, quoi. Oui, alors il y a un vrai besoin en Europe et aux États-Unis aussi, mais inéluctablement, l'IVATAC doit avoir sa place en Chine. Après, c'est une vraie complexité qu'il faut gérer. La Chine, c'est un autre fonctionnement, donc on n'y va pas n'importe comment, mais clairement, c'est une partie du marché dont on ne fera pas l'économie, c'est évident. Alors, Cacal sur latribune.fr nous pose une question. Bonjour Madame Gressier, avez-vous des résultats sur les ventes du Citavig aux États-Unis et quel est le potentiel de ce médicament? Alors, Citavig, donc en 2 minutes, c'est un médicament qui n'est pas du tout dans ce portefeuille-là. C'est le deuxième médicament phare, donc c'est précisons. Alors, c'est le deuxième médicament enregistré par Onxeo en Europe et aux États-Unis, mais qui n'est pas dans le domaine des cancers rares. C'est issu d'un autre portefeuille qui n'est pas aujourd'hui notre portefeuille stratégique, qui était un portefeuille de produits plus d'opportunités de pathologie grand public et qui est donc développé pour l'herpès labial. C'est un comprimé mucoadhésif qu'on colle sur la gencive pour l'herpès labial. On l'a enregistré en Europe et aux États-Unis. On l'a licencié à un partenaire commercial qui en fait la promotion aux États-Unis et qui l'a lancé au mois d'août. Donc, ça ne m'est pas possible aujourd'hui de répondre à cette personne, notamment parce que le produit vient d'être lancé il y a quelques semaines et c'est trop court aujourd'hui pour... on n'en a pas encore les premiers résultats. Voilà, il faut se donner encore un petit peu de temps. Vous êtes évidemment sur le marché, donc vous êtes classé dans ce qu'on appelle des valeurs de croissance, puisque dès que vous avez un produit qui marche, évidemment, on voit le cours de l'action qui bondit. Comment se fait votre mode de financement ? Alors, la société est cotée depuis 2005, donc on est, le financement se fait par voie sur Euronext, absolument. On a réalisé une augmentation de capital l'année dernière relativement limitée, de 8 millions. Notre mode de financement se fait, alors évidemment, par cette voie-là, d'appel au marché. On a également un élément très important qui sont que les médicaments qu'on développe ou qu'on a enregistrés, on peut les licencier. Donc ça nous amène ce qu'on appelle des milestones, des paiements importants à la signature, à l'enregistrement.
donc en amont, et qui ont été notamment sur notre premier produit, on a généré 55 millions. Sur le produit qu'on vient d'avoir avec TopoTarget, dans le cadre de la fusion, la société avait déjà enregistré 10 millions de dollars de milestone, on en attend 25 là grâce à l'enregistrement de ce produit en août. Donc c'est des montants extrêmement conséquents qui permettent de poursuivre l'investissement. Voilà. Et puis après, il y a évidemment le crédit d'impôt recherche, qui est un élément extrêmement important pour une société comme la nôtre. Et parfois aussi, point très important, à moindre mesure parfois, mais les crédits type, les subventions type OSEO, etc. Donc obligatoirement, nous, on essaye en tout cas de faire appel au maximum à toutes les sources de financement non dilutives, mais clairement, ça ne suffit pas. TopoTarget et donc BioAlliance Pharma, ça fait combien en effectif? Alors, on a une soixantaine de personnes. Combien pour la recherche et développement? 70%, 75%. Ouais, c'est le marketing. Le reste, c'est les services support, c'est effectivement l'aspect business développement, les gens qui vont trouver des partenaires pour signer des accords de licence, le suivi de ces partenaires, etc. Donc, puisqu'on parle des équipes, Raphaël nous demande, vous venez de fusionner avec une entreprise danoise, quid du management multiculturel? Allez-vous mélanger les équipes des différents sites? Alors, oui, et c'est une problématique très intéressante sur laquelle on travaille aussi, c'est comment réussir cette intégration. Alors, on a la chance, nous, on était 50 en France, une dizaine au Danemark, on garde un établissement permanent au Danemark avec une partie de cette équipe, qu'on va intégrer pour faire une seule et même équipe, hein, donc il n'y a pas une organisation ou deux organisations en parallèle, il y a une seule et même organisation avec deux localisations. Et c'est un vrai sujet de travail pour nous, l'interculturel. Sur le pont. Oui, absolument, parce que c'est vrai que on a des approches, ne serait-ce que dans la rédaction d'un mail, dans la façon de poser des questions, des approches qui sont différentes. Et dans la recherche aussi dans la manière de faire nos projets de recherche. Alors, oui et non. Très honnêtement, là, on est très lié aux expertises techniques, scientifiques, qui ne sont pas vraiment culturelles. Les contraintes sont des contraintes européennes maintenant avec une agence européenne. Donc, ça, on se cale très facilement. C'est plus la dimension culturelle de l'interaction entre les gens qui est un vrai sujet. Robert, vous aviez une question, je crois. Non, je pense qu'il faut peut-être passer à votre parcours, qui est quand même assez particulier. Et donc on passe à la troisième partie de cette émission, alors la partie liker. Judith Gressier, on va donc maintenant s'intéresser à votre parcours. Vous êtes docteur en pharmacie et vous avez également fait un troisième cycle de gestion et marketing pharmaceutique. Alors vous avez travaillé pendant près de 15 ans au sein de plusieurs laboratoires, donc un parcours très pharmaceutique quand même, on en cite quelques-uns, Pharmacia, Zeneca ou Pfizer, qui n'était pas Pfizer à l'époque mais qui l'est devenu. Et vous avez occupé des fonctions de vente, mais également au sein de départements marketing et stratégique. Et finalement, vous avez pris la direction générale de BioAlliance Pharma en 2011, après avoir pris la présidence du laboratoire Eisai, de la filiale française du laboratoire Eisai en 2007. Donc, et votre parcours a, je crois, été toujours marqué par la cancérologie. C'est un domaine que vous connaissez bien, c'est un domaine porteur, et particulièrement, je crois, les cancers orphelins. Alors oui, je pense que mon parcours a toujours été marqué par l'hôpital, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être moins spécifique que la cancérologie, qui est un domaine hospitalier aussi, mais j'ai toujours travaillé, et c'est notamment dans l'aspect filiale pharmaceutique, des modes, des visions marketing, des approches plutôt marketing différentes, des approches commerciales différentes. Donc moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la médecine de ville, de la commercialisation des médicaments, par exemple, auprès des médecins généralistes, etc. Je le connais un peu, mais ce n'est pas mon expertise. Moi, j'ai toujours travaillé pour des médicaments ou sur des médicaments qui se commercialisaient au travers des services hospitaliers. Voilà, donc ça, c'est un domaine que je connais bien. Et au sein de ça, effectivement, il y a eu une grosse partie en cancérologie, en général toujours sur des médicaments au-delà de la cancérologie, encore une fois, à haute valeur ajoutée scientifique, en BREL, en rheumatologie, qui est un traitement aussi extrêmement sophistiqué. Voilà, j'ai toujours été dans ces domaines-là un peu pointus scientifiques. Mais votre rôle a quand même évolué. Vous avez plutôt un profil de chercheur
Aujourd'hui, vous avez plutôt un profil de manager. Comment on passe, à quel moment on bascule d'un côté à l'autre? En fait, moi, j'avais vraiment un rôle, je crois, j'ai fait de la vente, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la stratégie, j'ai fait un peu tout dans le domaine du business du médicament, on va dire. Aujourd'hui, je suis surtout pas, enfin, je me suis beaucoup intéressée et j'apprends ou je réapprends beaucoup les aspects de la recherche, mais c'est pas moi l'experte. J'ai des gens avec qui je travaille qui sont des grands experts et c'est leur job, c'est pas le mien. Mais vous pouvez leur parler. Ah bah oui, ça c'est même indispensable et surtout je les comprends. Mais clairement, pour moi, ça correspondait avant tout à la volonté. Je crois que j'avais fait le tour et que j'avais envie de faire autre chose, que voilà, d'être dans ce domaine de la commercialisation des médicaments et des produits de santé. J'avais envie de rentrer dans un autre monde qui est celui de la recherche, mais c'est aussi le monde du financement, hein, parce qu'en tant que CEO d'une société cotée, c'est quand même à peu près 100% de mon temps au-delà des autres. Bien sûr, les actionnaires, la communication institutionnelle. Voilà. Donc c'est aussi toute cette partie-là qui était pour moi extrêmement intéressante et bon, voilà, que je ne connaissais pas du tout et sur lequel j'avoue, j'y prends beaucoup de plaisir. Et si demain le ministère vous appelait, vous seriez d'accord pour aller faire une mission d'experte dans un ministère de la Santé, évidemment? Alors, non, enfin, je fais partie, je suis à la comité innovation de la BPI, j'essaye aussi d'élargir, voilà, de la France Biotech, j'essaye d'élargir aussi, évidemment, voilà, mon réseau et mes contacts au-delà du laboratoire, c'est très important. Après, je suis tout sauf politique et voilà, c'est pas une ambition du tout que j'ai. La profession pharmaceutique fait malheureusement souvent la une de l'actualité pour des scandales pharmaceutiques, des médicaments qui ont l'effet inverse de celui escompté. Comment est-ce qu'on gère ce risque quand on est à la tête d'une société pharmaceutique? Est-ce qu'on se lève tous les matins avec une épée de Damoclès sur la tête en se disant que peut-être un jour ça va nous arriver aussi? Non, enfin en tout cas pas moi, sinon je pense que ça ne serait pas jouable hein, sur le long terme. Non, je pense que c'est vraiment des dossiers très compliqués. Là encore, je pense qu'il faut être vraiment dedans pour juger ce que je ne suis pas et ce que pas grand monde sait vraiment. Donc on a l'industrie pharmaceutique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de scandales, probablement, on dit il n'y a pas de fumée sans feu, il y a probablement des choses, néanmoins la condamnation est rapide et l'industrie n'a pas bonne presse alors que bon, c'est une industrie, c'est un domaine dans lequel on est extrêmement contrôlé, extrêmement contraint, bien plus que n'importe où ailleurs. Donc en général, c'est un domaine où j'en travaille bien, très bien. Et voilà, on voit toujours que les mauvais côtés et jamais les bons. Et je trouve que la sentence est souvent un peu rapide et toujours négative. Voilà. Après, il y a un certain nombre de règles qu'il faut absolument respecter, c'est très important. Il y a des encadrements qu'il faut avoir, qui sont en place et qu'il faut respecter. Le médicament, il a des effets secondaires, sinon il ne marche pas. Donc sinon, c'est du placebo, c'est une autre façon, mais ce n'est pas un médicament. Donc il faut le savoir. On ne peut pas attendre qu'un médicament qui soit miracle. Hein. Je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire aussi. Et on parlait du ministère de la Santé. Je pense qu'il y a vraiment de la pédagogie à faire sur le médicament, sur l'industrie, sur la nécessité voilà, d'être sérieux quand on se soigne. Mais d'un autre côté, oui, il y a des règles à respecter qu'il faut que les entreprises respectent si elles veulent être bien vues aussi. Donc là encore, c'est un peu du donnant-donnant, je crois. Eh bien, merci beaucoup, Judith Gressier, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, à vous. Robert Jules. Merci à vous d'avoir posé autant de questions et d'avoir été présent pour cette rentrée de Décideurs TV. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de la Tribune des Décideurs.